Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière boîte à malice de l'année 2023. Une boîte à malice qui va vous donner envie d'aller au cinéma pour y découvrir le nouveau film sensible et poétique d'Erwan Leduc, La fille de son père. Nous pousserons également les portes de la MCL de Metz qui accueille l'exposition du peintre Stephen Pearce, dont les toiles sont bluffantes, vous le verrez. Delphine de la petite librairie d'Ars-sur-Moselle nous livrera quant à elle son coup de cœur de la semaine, dernier coup de cœur de l'année en matière de littérature. Et puis bien sûr, j'ai sélectionné pour vous de belles idées de sorties. Et en parlant de sorties, que diriez-vous d'aller faire un tour à l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz? La programmation est pour le moins titanesque, ce que va me confirmer tout de suite le directeur des lieux, Paul-Émile Fourny. Bienvenue. What is a bus? What is a guacamolis? What is a bus? What is a guacamolis? Paul-Émile, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre merveilleux de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, d'autant plus merveilleux que nous nous trouvons dans le hall cheminée qui aujourd'hui est paré, on le voit là, juste au-dessus de moi, d'un lustre absolument magnifique. Il a été inauguré, je crois, le 11 novembre. Absolument, il a été inauguré par le président de l'Eurométropole le 11 novembre. Ouais. C'était un moment, je dirais, de lumière, puisque ce hall cheminée qui a été refait récemment, restauré avec ce nouveau miroir, manquait d'attractivité parce que l'éclairage n'était absolument pas à la hauteur de cette maison. Oui. Et il y a eu une commande passée par l'Eurométropole et ses élus pour obtenir une œuvre originale. Particularité de ce lustre, c'est bien sûr, c'est qu'il a été réalisé chez nous, notamment à Meisenthal. On connaît bien ce lieu magique, ce centre d'art verrier. Les boules de Noël s'y arrachent et se vendent comme des petits pains. Et puis il y a tout ce savoir-faire qui a été fait. Donc c'est là-bas que le lustre a été créé. C'était la volonté de nos élus, c'était effectivement qu'il y ait, avec le Centre international d'art verrier, un accord et que l'on puisse ce savoir-faire qui est véritablement exceptionnel. J'ai eu l'occasion de visiter ce site. C'est passionnant parce que j'y ai vu deux choses. L'art dans sa totalité, avec l'originalité, et puis beaucoup de jeunesse. Il y a énormément de jeunes, hommes et femmes, qui se destinent à être souffleurs de verre. Ce qui est quand même assez exceptionnel, et c'est eux qui ont réalisé, grâce au designer V8, ce modèle qui restera un modèle unique. Oui, je crois que c'est de l'opale, hein, c'est ça. On pourrait croire que c'est le collier de la Castafiore et qu'elle serait ravie. L'inspiration, c'est l'inspiration. C'était l'idée. Il y a l'idée du collier de perles, il y a l'idée de la sortie, mais il y a l'idée aussi que la perle, c'est quelque chose de vivant. Vous savez qu'un collier de perles, il faut le porter pour qu'il reste nacré à souhait. Passer l'histoire de ce lustre, et une fois qu'on sera passé d'ailleurs sous ce lustre, on va pouvoir découvrir, comme à chaque fois ici, des pièces magnifiques. La saison, c'est pas la saison en fait, mais l'année va se terminer, comme à chaque fois, avec un spectacle magnifique. Cette fois, ça sera Titanic. On va pas tous couler quand même, ça va, on va en sortir indemne. Non, il y a eu des survivants quand même dans cette catastrophe, mais c'est vrai que on va offrir au public un exceptionnel spectacle, parce que Titanic de Maurice Heston, c'est une comédie musicale qui est née à Broadway, au moment d'ailleurs du film de Cameron, même s'il n'y a pas spécialement de rapport entre les deux, sauf l'histoire de ce navire. C'est effectivement 80 artistes sur le plateau, c'est un orchestre magnifique, une musique très symphonique, une musique très cinématographique également, et puis avec Emmanuel Favre, un décor qui sera un décor qui va nous emmener dans les entrailles de ce bateau, et puis évidemment la tragédie qui arrive et qui reste le dénominateur commun de toutes les classes sociales qui sont représentées dans cette aventure. C'est vrai que c'est un beau cadeau que vous nous faites à chaque fois avec ces fêtes de fin d'année et avec ces créations. Ensuite, la programmation va suivre son cours et elle-même, comme à son habitude, à la fois théâtre,
ballet, opéra bien sûr, avec cette volonté d'être à la fois populaire, tout en ne mettant pas bien sûr de côté la qualité. Et c'est vraiment ça c'est très important. qui est important pour vous. C'est très important. Je pense que le lieu qui effectivement a cette programmation éclectique doit aussi offrir vraiment des spectacles qui sont des créations, et des créations de la maison. Nous avons des ateliers décors, costumes, et toutes ces personnes travaillent à ce que nous puissions offrir ces spectacles de qualité. Alors, sur la programmation, on va retrouver une création d'opéra que nous montons en coproduction avec l'Opéra de Modène en Italie, qui est Voix d'Hébron de Christian Carrara. Ce sera donc une création d'opéra, et à côté de ça, on va retrouver de grands standards. Lorsque l'enfant paraît avec Michel Faux et Catherine Fro, et puis on va rebasculer sur de nouveau de la création de danse avec La Belle et la Bête de Julien Guérin, jeune chorégraphe qui nous amène tout son savoir et son dynamisme autour de ce conte fantastique. Et puis Salomé de Strauss en version française, qui reste un des grands classiques de l'opéra. Et puis nous clôturerons cette saison avec un moment délicieux, très espagnol, qui nous emmèneront déjà au mois de juin vers le sud. On retrouvera L'Amour sorcier, création de danse, avec ensuite La Vida brève de Manuel de Falla. Ce sera donc une soirée espagnole qui nous emmènera, oui, je l'ai dit, dans le sud de l'Espagne. Qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs? Certains d'entre eux, je suis sûre, n'ont encore jamais poussé les portes de l'opéra. Comment vous les convaincriez de venir ici, sachant que je crois qu'il y a aussi des tarifs qui sont adaptés au public pour pouvoir venir? On a des tarifs, et c'est une volonté de l'Eurométropole que les tarifs restent tout à fait abordables pour l'art qui est pratiqué. Alors ce n'est pas gratuit évidemment, rien n'est gratuit dans le domaine de la culture, mais sauf le musée. Oui. Mais pour vrai. Nous, en termes de production, ça ne peut pas. Et nous avons cette tarification, mais nous avons aussi une maison très accueillante. Ben, on a parlé de ce lustre déjà, ne fût-ce que pour venir le voir, il faut déjà passer la porte. Mais une fois qu'on a passé cette porte-là, on peut passer la suivante, qui est celle de la salle en fait. Mais beaucoup de jeunes viennent nous voir, il y a un très très gros travail qui est réalisé avec les enseignants, donc on sent cette dynamique de public et le retour du public qui est très très présent. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que vous êtes aux commandes de cette belle maison. Vous avez toujours le même enthousiasme à programmer et puis à mettre en scène, puisque vous mettez en scène également. Oui, c'est mon premier métier, et celui aussi d'être metteur en scène. C'est ce qui permet aussi le développement de toutes les coproductions, ce qui permet aussi de faire valoir ce que nous savons faire dans la maison et de l'emmener. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avions la production de Rusalka sur la scène de l'Opéra de Reims. Elle doit encore aller sur la scène de l'Opéra de Massy, donc on est dans une dynamique, bien sûr, de présence extrêmement locale, d'implantation. On est un pourvoyeur d'emplois important pour la culture dans la région de Lorraine, mais en même temps, nous sommes à travers le monde, et ça je pense que c'est important pour la maison et pour notre savoir-faire, que de pouvoir l'exploiter dans d'autres lieux, jusqu'au Canada pour ce qui sera du mois d'avril 2024. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous avec nous sur l'ère de ce Titanic de Maurice Fieston. Eh bien, merci beaucoup, Paul-Émile, et belle fête. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à prendre un grand bain d'art, puisque de belles expositions vous attendent. À Metz, par exemple, vous pouvez pousser les portes de la galerie PJ jusqu'au 6 janvier pour y découvrir l'exposition collective Face aux rêves. Plus d'une vingtaine de créations s'y dévoilent, des œuvres du grand Pierre Alechinsky, Pablo Picasso, Miro, mais aussi celles d'artistes mosellans tels que Dominique Funès ou Hervé Kreff. Rendez-vous rue des Jardins pour les découvrir. Et à quelques pas de là, dans le cadre de Parcours d'artistes dont je vous parlais la semaine dernière, vous pourrez découvrir cette fois l'exposition The Christmas, exposition collective elle aussi, qui réunit près d'une dizaine d'artistes, de Michel Lelièvre à Fabent et ses peintures ex-voto contre le cancer du sein, l'occasion de faire l'acquisition d'œuvres originales et de tirages à des prix raisonnables. Et en parlant d'exposition, notez enfin cette date importante dans votre agenda, celle du 31 décembre, date qui signera l'ouverture de la nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz, Jacques Lacan, quand l'art rencontre la psychanalyse.
Une exposition d'envergure puisque ce sont plus de 350 œuvres ainsi qu'une centaine de documents qui seront dévoilés. Parmi eux, un véritable chef-d'œuvre, L'origine du monde de Gustave Courbet, une toile qui aujourd'hui appartient au musée d'Orsay de Paris, mais qui à l'origine a été peinte en 1866 pour un collectionneur turco-égyptien, avant que Jacques Lacan en fasse à son tour l'acquisition dans les années 50. Impossible alors de monter une exposition autour de ce grand nom de la psychanalyse sans que cette toile n'y figure. Il se trouve que j'ai eu la grande chance d'assister à l'accrochage de ce véritable chef-d'œuvre. Je vous propose de revivre ce moment en images. Dans les collections du musée d'Orsay, c'est, on peut dire, la deuxième Joconde du musée d'Orsay après l'Olympia de Manet. On est effectivement face à un nu féminin, mais qui a un traitement tout à fait particulier, puisqu'on est effectivement en gros plan, quasiment en cadrage photographique sur un sexe féminin. Et en même temps, c'est pas pornographique ni totalement érotique. Il y a ce regard quand même, cette peinture assez douce avec cette lumière quasiment de la peinture italienne du XVIe siècle. C'est pas cru non plus. Il y a un regard anatomique, un regard de collectionneur, puisque l'œuvre a été créée pour un collectionneur, un diplomate turc, Khalil Bey. Elle était présentée sous un rideau. Enfin, il y a une mise en scène qui a toujours été faite par les différents collectionneurs, dont Lacan qui la recouvre d'un tableau de maçon ensuite. Donc c'est vrai qu'il y a... Et on est pratiquement sûr de savoir qui est cette femme qui a posé, mais il y a toujours une petite pointe de mystère. Donc ce tableau garde une aura un peu mystérieuse. Le convoyeur ou la convoyeuse arrive, on ouvre la caisse, on vérifie que rien n'a bougé à l'intérieur et ensuite l'œuvre est positionnée pour qu'on vérifie son état, pour être certain que l'état est identique à celui du départ de l'œuvre depuis l'institution, enfin là en l'occurrence le musée d'Orsay. Voilà. Donc on va examiner à la fois la peinture et le cadre. Donc, moi j'ai l'habitude de commencer par la peinture. On a un visuel avec des annotations dessus et on vérifie que tout est conforme et qu'il n'y a rien de nouveau. Parfois on peut noter des choses supplémentaires mais qui étaient déjà là, mais que la personne sur place n'a pas estimé nécessaire d'indiquer parce que ce n'est pas une altération. Ce qu'on note, c'est vraiment qu'on veut attirer l'attention dessus parce qu'on peut dire là on a un risque de soulèvement de la couche picturale, on a une craquelure qui n'a pas été indiquée, pourtant elle est importante. Voilà. C'est plus qu'émouvant, mais bon, c'est une expérience pour le regard, oui, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on voit, parce que la question qui est posée par toute œuvre d'art, c'est qu'est-ce qu'on voit. Est-ce que c'est un sexe de femme ou est-ce que c'est un tableau de Courbet? Moi, je pense que la force de ce tableau, c'est que c'est à la fois la représentation d'un sexe de femme, mais que c'est aussi un chef-d'œuvre de la peinture. Ce véritable chef-d'œuvre de la peinture vous attend, c'est une grande chance, au Centre Pompidou-Metz à partir du 31 décembre, avec cette exposition Lacan quand l'art rencontre la psychanalyse. Ce sont donc, je le disais, 350 œuvres et une centaine de documents qui seront dévoilés, faisant probablement de cette exposition l'une des plus belles du centre jusque-là, et plaçant Metz à l'origine du monde. Une boîte à malice sera entièrement consacrée à cette exposition, ça sera la prochaine boîte à malice d'ailleurs. Et restons dans le monde de la peinture avec des toiles du peintre anglais Stephen Pearce qui cette fois sont exposées à la MCL de Metz. Avec Dustlight, ils mettent en scène des ensembles organiques qui prolifèrent indéfiniment. Explication. Depuis plus de 20 ans maintenant, le peintre anglais Stephen Pearce s'intéresse au mouvement. Mouvement d'une vie où les choses se font et se défont indéfiniment. En résulte sur la toile un ballet d'éléments insolites, incongrus, qui dialoguent pourtant avec poésie. À travers le mélange d'éléments animés et inanimés, de choses qui vivent et meurent, vous comprenez que, sans cesse, de nouvelles choses se construisent sur le dos de celles qui meurent. C'est un mouvement continu. Ce qui m'intéresse dans cette peinture, c'est de voir comment je peux assembler les différents éléments et chercher à être toujours inventif.
Associer des choses alors que cela paraît impossible. Associer des choses alors qu'on ne les verrait pas ensemble dans la vie. De ces étranges accumulations d'objets naissent des œuvres qui jouent avec notre perception. Des peintures figuratives, empreintes de modernité, mais surtout de classicisme, dont s'est nourri Stephen Pearce en étudiant les grands maîtres à la Royal Academy of Arts de Londres. Sens du détail, jeu d'ombre, de lumière, la technique est maîtrisée et les couleurs nous happent. Pourtant, contre toute attente, le peintre se contente d'une palette limitée. Il s'agit de tétrachromatie, ocre jaune, ocre rouge, noir et blanc. Et pour cette série de peintures, j'ajoute une couleur additionnelle plus moderne. Par exemple, derrière moi, j'ai utilisé le bleu de Prusse, une couleur synthétique qui a été créée au XVIIIe siècle. Cela augmente effectivement la gamme de couleurs de mes toiles, et cela offre un effet de grande profondeur. Le type d'effet que je recherche dans ma peinture. De cette palette de couleurs dont il réalise qu'elle peut aussi, parfois, traduire une certaine mélancolie, mais plonger dans une toile de Stephen Pearce, c'est aussi être en apesanteur et se noyer dans un monde fourmillant de détails, et pour cause. Je suppose que j'ai une obsession pour les détails, les finitions. Parfois, c'est vrai que c'est frustrant. Mais au final, je dois accepter que c'est ma nature. C'est le genre d'artiste que je suis. C'est ce que je fais. Stephen Pearce qui cherche sans cesse à nous surprendre et se surprendre avant tout, sans quoi peindre n'aurait plus de sens. Rester en mouvement et toujours garder à l'esprit que rien ne se perd, tout se transforme. Autant dire que c'est un grand honneur pour toute l'équipe de la MCL de Metz d'exposer le travail de Stephen Pearce en ses murs. Ça faisait d'ailleurs quelques années qu'Alexandra Dubourdieu en rêvait. Alexandra Dubourdieu qui est aujourd'hui la nouvelle directrice de la Maison de la Culture et qui nous parle ici des enjeux d'une telle exposition. Cette exposition nous permet de faire beaucoup de médiation avec les écoles, avec des associations, avec des institutions comme des hôpitaux psychiatriques ou la PJJ. Ça nous permet vraiment de faire comprendre l'art, de faire aimer l'art, de faire découvrir l'art. Je pense que vraiment c'est un plaisir de travailler en partenariat avec des galeristes, avec des artistes tels que Stephen Pearce, qui amènent vraiment une qualité, une vision artistique qui n'est pas forcément des plus classiques, malgré l'apparence très classique au début quand on rencontre ses œuvres. Ça raconte plein de choses. Ça mêle l'histoire de l'art, ça mêle le contemporain. Ça a été un coup de cœur, je l'avoue. Et pour que cela devienne votre coup de cœur à vous aussi, rendez-vous à la MCL de Metz jusqu'au 20 janvier. Ne manquez pas par ailleurs de vous enquérir de la programmation du lieu, stages de cuisine, théâtre, conférences, soirées stand-up, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et si vous préférez rester au chaud à la maison à bouquiner, eh bien voici le livre que Delphine de la petite librairie d'Ars-sur-Moselle vous conseille d'avoir entre les mains cette semaine. Alors moi, j'ai décidé de vous parler de Nos cœurs disparus de Céleste Ng, qui a été un de mes gros coups de cœur de cette rentrée littéraire. Nos cœurs disparus, on va tomber dans un roman où les États-Unis ont été touchés par une crise économique sans précédent. Et le gouvernement a mis en place le pacte. Et le pacte, c'est une succession de lois hyper liberticides. Et donc les Américains vivent comme ça depuis des années en faisant profil bas. Une des lois du pacte, c'est que le gouvernement américain a le droit de vous retirer votre enfant s'il juge que vous n'êtes pas un bon parent. Et on va suivre Margaret, une jeune poétesse qui a été, on va dire, à son insu, alliée à une action anti-pacte, et elle va prendre la décision hyper douloureuse et terrible d'abandonner son foyer. Elle préfère partir plutôt que de voir un jour le gouvernement arriver et lui retirer son enfant. Et des années plus tard, ce petit garçon qui a grandi, qui s'appelle Bird, il va recevoir une lettre et il comprend que sa maman est encore vivante. Et il va prendre tous les risques pour essayer de retrouver sa trace et comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle les a abandonnés. Donc moi, ce livre, ça a été une vraie révélation. Il m'a beaucoup touchée.
Il est déstabilisant parce que c'est à la fois une dystopie hyper glaçante, parce que ça se passe dans un futur très proche, donc on se dit en fait ça pourrait être demain, et en même temps c'est rempli d'amour et de poésie. Et vraiment, ce livre-là, je pense que tout le monde devrait le lire pour vraiment jamais oublier que la liberté, ça n'a pas de prix et que ça ne tient pas à grand-chose. Ne vous reste plus qu'à vous rendre à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes pour vous le procurer. Et après les expositions et les bonnes idées de lecture, je vous propose maintenant de passer votre temps libre en vous rendant au Club de Metz, l'occasion d'y découvrir le dernier film d'Erwan Leduc, La fille de son père, avec Naël Pérez-Biscayar et Céleste Brunkel, un film dans lequel, vous vous en doutez, il aborde les relations père-fille avec beaucoup de tendresse, d'humour et de poésie. Rosa, Ouais, ça fait longtemps que t'es là? ça fait 17 ans. Et les résultats? Metz? Metz? Les Beaux-Arts de Metz. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Loin de moi. Je vous laisse mon téléphone. Le point de départ, c'est vraiment de raconter cette relation entre un parent et son enfant et de la pousser un peu à l'extrême, donc de les isoler. Donc oui, il y a l'abandon qui rentre en jeu assez tôt et du coup, ce qui m'intéressait, c'était partir de quelque chose d'assez dramatique et en même temps de ne pas en faire un drame, comme le dit d'ailleurs le personnage d'Étienne, que sa vie, c'est pas un drame, et d'avoir quelque chose d'assez, au contraire, d'assez solaire et des personnages qui vont bien. Et ce qu'on raconte, c'est le moment de la séparation entre le père et cette fille qui ont grandi ensemble, qui sont éduqués l'un l'autre et comment cette relation c'est un amour inconditionnel et en même temps c'est aussi une emprise et une sorte de prison dorée pour eux, quoi. Voilà. Mais t'es pas prêt, papa? Je peux rester encore un an ou deux avec toi à la maison? Tourne. Comment ça va avec ma fille? On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. C'est pratique, ça s'appelle un escalier. C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier. Moi, ce qui m'a plu dans l'idée de Naouel, c'est au-delà, je le connaissais dans ses films qu'il a fait en France, notamment 120 battements par minute ou Au revoir là-haut. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on ne l'imaginait pas du tout dans ce rôle. C'était un rôle de père et en plus d'entraîneur de football. C'est un garçon qui est un peu fluet, Naouel, qui n'a pas forcément un physique de footballeur. Et moi, j'aimais bien l'idée, tout de suite, je l'imaginais en survêtement, un peu grand, un peu flottant, à courir partout. Donc ça me plaisait à cet endroit-là. Voilà. Et après, Céleste Brunkel, on a fait un casting aussi où j'ai rencontré plusieurs jeunes filles. C'est un rôle assez dur pour une jeune fille de 20 ans, pour une jeune actrice de 20 ans, parce qu'il y a beaucoup de textes et il faut traverser beaucoup d'émotions différentes. Et Céleste, elle a apporté une sorte de douceur assez étonnante, une grande sincérité au personnage. Un personnage qui peut être un peu dur sur le papier et elle, justement, l'a rendu assez... lui a amené beaucoup de simplicité et de fluidité. Et après, c'est la rencontre entre les deux qui fait que, surtout pour jouer un père et une fille, comment ça se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu magique, quoi, qui échappe un petit peu. Et heureusement, ça s'est très bien passé entre eux, quoi. J'ai revu ta mère. À la télé. Elle était au Portugal, derrière des surfeurs de merde. C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille. C'est des personnages qui sont assez ordinaires, qui traversent des sentiments, je pense, assez universels que tout le monde, enfin tous les gens, en tout cas tous les parents traversent. Et donc voilà, et l'idée c'était de le raconter de manière extraordinaire, donc d'avoir beaucoup de liberté dans la manière de le faire, d'avoir encore cette histoire d'élan et une musicalité très forte. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des dialogues qui sont assez écrits et en même temps tout passe dans le phrasé, dans quelque chose de très quotidien. Il ne faut jamais que le texte se fasse sentir. Donc ça c'est le travail avec les comédiens. Et après moi, vous parliez de Godard, j'en suis très heureux. Moi ce que je retiens de lui, c'est justement sa liberté, quoi. C'est la capacité qu'il peut avoir sur un plan ou sur une séquence de passer d'une émotion à l'autre et de rompre, de casser un peu les codes, d'être dans beaucoup de choses très contrastées. Quand je dis contraste, c'est-à-dire que tout d'un coup la musique va venir d'un coup et puis s'arrêter d'un coup et créer une sensation un peu forte. Donc c'est ce genre de choses, quoi, que j'essaie de convoquer pour raconter l'histoire. À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là. Je savais que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire.
Un film à découvrir au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et si vous avez été attentif lors de la bande-annonce, vous aurez noté qu'une partie du film a été tournée à Metz, une ville que les réalisateurs ne connaissaient pas mais qui a éveillé sa curiosité. On se rappelle qu'Erwan Leduc avait d'ailleurs déjà tourné à Plombières-les-Bains le très beau Perdrix. Et l'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, ce que je vous propose de faire en musique avec le guitariste-compositeur Jean-Pascal Beaufort, qui pour son nouveau projet, Infini Relooped, s'est associé au trafiquant de pixels Fred Kempf. Ensemble, ils nous embarquent dans un univers musical et visuel, poétique, onirique, entêtant, une plongée infinie d'une incroyable beauté qui vous mènera tantôt aux poèmes d'Aurore Escher, tantôt à ceux de Delphine Ribert. Jean-Pascal vous donne rendez-vous chaque semaine pour un nouveau voyage. Il ne vous reste plus maintenant qu'à ouvrir grand les yeux et les oreilles et à passer, je vous le souhaite, de très belles fêtes de fin d'année. Soyez curieux et merveillez-vous bien. Bye bye.